Salut tout le monde, comme je l'ai promis l'an dernier, je compte bien parler des Simpsons Horror Show chaque année tant que je le pourrai. Parce que oui, vous vous êtes peut-être dit, il y a 2 ans j'ai parlé des meilleurs segments et l'an dernier j'ai parlé des pires. Alors je dois n'avoir plus rien à dire sur ces épisodes, pas vrai? Vous vous êtes légèrement fourvoyé. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais dans ma liste des pires segments de l'histoire des horror shows, on y trouvait surtout des segments venant des saisons les plus récentes. Ouais, c'est choquant, hein. Mais vous savez, moi je suis un éternel optimiste. Ou alors je refuse de voir la vérité en face, ça dépend du point de vue. J'ai toujours envie de croire que les Simpsons Horror Show récents peuvent faire certaines choses bien. Ouais, c'est le gars qui a passé 2 minutes à pleurer sur le sort des Simpsons Horror Show récents à la fin de sa vidéo sur les pires segments qui vous dit ça. Mais en fait, mon problème majeur avec ces épisodes quand ils sont ratés, c'est que le plus souvent, ce ne sont pas les idées qui peuvent manquer. C'est surtout que l'exécution ne suit pas. Après, il y a des mauvaises idées aussi, hein. Mais ça leur arrive toujours d'avoir des idées bien troussées et un peu de créativité en réserve quand ils sont bien motivés. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en valeur des segments prouvant ce dont je parle. Des segments combinant base prometteuse et exécution bien ficelée, ou dépassant le simple postulat de base, voire utilisant ce qui aurait pu foirer à bon escient, et qui se distinguent de la masse de parodies faciles en étant créatifs, plutôt tordus, ou simplement mémorables pour les bonnes raisons. Parce que rien n'est jamais tout noir même dans les pires situations, il est temps d'évoquer ces éclaircies. Avec toujours la même règle que d'habitude, c'est-à-dire un seul segment par horror show, histoire de ne pas toujours citer les mêmes. Ce qui est cependant plus facile ce coup-ci, puisqu'il est plus courant de tomber sur un bon segment pris en sandwich entre deux autres pas terribles, que sur un horror show de qualité constante du début à la fin durant l'ère HD. Et du coup, oui, c'est bien l'ère HD que je prends uniquement en compte ce coup-ci. Donc ça inclut tous les horror shows allant du 20e au plus récent à l'heure où j'écris ces lignes, le 32e. Ce qui nous fait donc plus d'une trentaine de segments dans laquelle piocher. Et du coup, vous penseriez que l'exercice serait assez difficile, hein. Contentons-nous de passer au top, hein. Ow. Oh, les endroits qu'on va tôt dans le Simpson Horror Show 24. Je déteste ce titre VF. Vous savez, j'ai une relation amour-haine assez particulière avec l'idée de tourner des concepts enfantins en version horrifique. Parce qu'en soi, j'adore l'idée sur le papier. Prendre un univers de confort ou une histoire apaisante pour la tordre et en pondre une version alternative glauque est une idée pleine de promesses. Mais comme pour tout, il faut de la maîtrise, parce que sans maîtrise, il est facile de tomber dans quelque chose de primaire. Quelque chose dont la seule finalité est de remplir une sorte de fétiche, à dire juste « Hey lol, regarde, on a pris ce truc enfantin, et on l'a fait pour les adultes. C'est gore, mais il y a de l'animation Disney, je suis trop edgy, t'as vu ?» Je veux dire, on sait ce que ça peut donner quand ça foire douloureusement. Tout ça pour dire que c'est un concept qu'il est très facile de réussir jusqu'à la surprise choc et qu'il est tout aussi facile de rater jusqu'à l'agacement. Et ce segment fait bien sûr partie de la première catégorie à mes yeux. Sinon, que diable ferait-il ici? Je pense que ça marche tout particulièrement parce que les histoires et l'univers de Dr Seuss, et surtout l'histoire adaptée en l'occurrence, le chat chapeauté, sont parfaits pour une alternative horrifique. Je veux dire, regardez, ça a plutôt bien marché pour le film avec Mike Myers. Je le vois encore dans mes cauchemars. Prenez le personnage éponyme du conte de base, sa spécificité dans sa volonté d'amuser la galerie et d'être un électron libre qui a le désordre comme notion d'amusement. Ça me rappelle quelqu'un ça. Mais vous imaginez bien le potentiel d'avoir un personnage aussi anticonformiste comme générateur d'horreur. Ce segment tire très bien parti de ce principe, avec le personnage du gros chapeauté, incarné par Homer, emmenant Bart, Lisa et Maggie s'amuser en ville le soir d'Halloween, tout en causant le chaos sur son passage. Car c'est bien un psychopathe que vous ne voudriez pas énerver. Il reste colérique et alcoolique, et surtout bien violent. Et ce n'est clairement pas une mauvaise base pour un détournement du chat chapeauté. C'est même le détournement plutôt logique pour un personnage aussi instable. Du coup, si le segment troque le petit périmètre du conte d'origine pour emmener le chapeauté causer du trouble à plus grande échelle, il le fait avec un certain sens satirique qui est, ma foi, bien troussé. Finalement, ça s'écrit tout seul quand on y pense, et ça occasionne une bonne dissonance avec le ton enfantin habituel des histoires de Seuss, en omettant la sous-lecture plutôt mature que certaines pouvaient déjà avoir évidemment. Ce segment y ajoute surtout un certain piment. J'aime également le fait que le comportement plus psychopathe du chapeauté aille de pair avec des répercussions qui paraissent hors de propos dans un univers à l'allure aussi cartoon. La logique prend une approche plus réelle, un mort est un mort, les petits alliés du chapeauté ont besoin d'eau et d'air sinon ils meurent, etc. Le décalage s'en retrouve d'autant plus fort à mon sens, surtout quand on voit jusqu'à quels extrêmes le personnage peut aller. Jusqu'au bout de l'histoire, avec le chapeauté qui veut rester auprès des enfants pour toujours, même lorsqu'il réalise parfaitement ses torts, à l'opposé du chat chapeauté qui répare ses dégâts lorsque les enfants le sermonnent, il y a un vrai effort dans la satire, à l'exception de quelques passages un peu rentre-dedans.
L'effort se ressent également dans la direction artistique très inspirée. J'adore la traduction séousesque de Springfield et ses occupants. Les designs sont excellents, la géométrie et les angles sont excellents, la réalisation de Rob Oliver, alias comme je l'avais dit un jour, l'un des meilleurs réalisateurs œuvrant actuellement sur les Simpsons, est excellente. Clairement, il y a de la volonté, y compris dans la narration tout en rime, comme on peut s'y attendre d'une adaptation digne de ce nom d'une histoire de Séous, et j'en suis d'autant plus admiratif. Mon seul problème avec cette histoire, et c'est malheureusement très courant avec les histoires des horror show HD, c'est qu'elle est très courte, dépassant à peine les 5 minutes. Avec encore plus de temps, elle aurait pu rendre le personnage du chapeauté encore plus malsain, je pense. Il faut dire que cet horror show a le générique de Guillermo del Toro, évidemment superbe, mais foutrement long, avoisinant les 3 minutes, donc fatalement moins de temps pour les histoires. Et comme je le disais, c'est un problème récurrent. Heureusement pour ce top, j'ai surtout choisi des histoires d'une durée raisonnable, donc vous ne m'entendrez pas le répéter trop souvent. Très bon segment toutefois, et sûrement un des plus inspirés des saisons à 2 chiffres, mais je pense au fait qu'il aurait pu être encore plus percutant avec la durée adéquate. If you are awful and nasty and cruel. Enough with the lessons, this isn't a school. Ow. BFF RIP dans le Simpson Horror Show 27. Un segment probablement moins ambitieux que le précédent, mais qui paraît certainement plus complet en compensation. Pas de direction artistique qui claque, au contraire, le retour dans le monde plus terre-à-terre des Simpsons, qui se retrouve soudainement impliqué dans une histoire surnaturelle tournant autour d'un même personnage, Lisa en l'occurrence. Cette histoire démarre pied au plancher avec l'une des amies de Lisa qui meurt soudainement dans des conditions assez horribles mais heureusement hors champ. Et ça ne s'arrête pas là, car les morts s'enchaînent autour d'elle. On apprend finalement que c'est l'ancienne amie imaginaire de Lisa, nommée Rachel, qui revient alors que la jeune fille pensait l'avoir métaphoriquement rangée dans le placard, et qui tue les amis de Lisa pour redevenir sa seule et unique amie. Instant geek qui n'a pas de vie, mais je me suis toujours demandé si le fait que son amie imaginaire soit nommée Rachel n'est pas une petite référence à un ancien épisode écrit par le même scénariste, Joel H. Cohen. J'ai une copine juive imaginaire, Rachel Cohen, elle est à l'université juive de Brandeis. Si c'est le cas, bah je salue ce dévouement maniaque envers la continuité, même pour une histoire non canon. Bon, plus sérieusement, je tiens à dire que même si je donne l'impression que l'histoire va très vite au début, et c'est un peu le cas, finalement elle est bien plus consistante et mieux rythmée que la majorité des histoires HD. La présence d'un début, un milieu et une fin est vraiment palpable, et je sais que ça ne devrait pas paraître comme un exploit, mais bon, vous savez, vu ce à quoi ces segments m'ont habitué. Du coup, au-delà du fait que j'aime vraiment le concept, j'apprécie qu'ils prennent leur temps pour l'établir et lui donnent de quoi respirer. D'abord en initiant le mystère avec la vague de mort autour de Lisa, puis en évoquant une histoire personnelle de la jeune fille qui pourrait être reliée à ça, ce qui s'avère vrai, puis une petite course contre la montre pour stopper Rachel avant qu'elle ne tue Marge. Tout est amené de manière plutôt logique, ça rebondit bien, y compris en incluant Lisa devenant elle-même suspecte des meurtres aux yeux de la police. Et du coup, c'est une bonne chose que ce segment ait eu le droit de durer 7 minutes pour développer tout cela, malgré quelques gags un tantinet rallongés. Mais bon, j'ai vu pire sur ce terrain. Et donc oui, j'aime vraiment le concept en lui-même. Même si j'adore quand la série se permet de créer des univers complètement irréels et délirants pour ses histoires, j'ai aussi un petit faible pour les histoires incluant de l'horrifique dans un contexte qui pourrait très bien être celui d'un épisode canon. C'est un petit périmètre qui est concerné, et aucune location ne sort vraiment de l'ordinaire. Ce qui démarque, c'est la présence d'une amie imaginaire meurtrière qui fait des ravages autour d'un seul personnage. Si le concept est déjà bien créatif, et qu'il se permette des enfants morts, et des fois dans des circonstances finalement assez flippantes, et mises en scène de façon flippante aussi, il tient la route tout le long. Même dans sa façon de malmener la crédibilité quand ça l'arrange sur la fin, c'est bien amené. Genre on s'est permis une amie imaginaire dont les meurtres sont réels. Alors on peut utiliser l'imagination du personnage dont tout part comme solution. Du coup, même si ça manque pour chipoter d'un vrai climax horrifique, j'aime la solution pour laquelle ils ont opté, d'autant qu'elle fait sens compte tenu des péripéties qui ont précédé. Donc on a un vrai concept créatif et intéressant, qui ne soit pas une énième parodie de X-Film torchée en 5 minutes, et qui est intelligemment mené, on a un caractère horrifique raisonnable, un bon rythme, de bons gags, bref c'est clairement la très bonne surprise de l'Horror Show 27. Parce que les nullités que sont les deux autres segments, c'est l'opposé total, et ça rend l'existence de ce petit miracle d'autant plus surprenante, donc profitons-en. Man, who'd have thought a funeral for a couple of kids would be such a downer? Ow. Toy Gory dans le Simpson Horror Show 31. On retourne vers la catégorie des segments plus ambitieux, à la haut les endroits qu'on va tôt, mais aussi plus directs et malheureusement plus courts. Bien que je dirais que ça joue plus en la faveur de Toy Gory finalement, dans la mesure où il n'y avait pas forcément besoin de plus. En tout cas, on est clairement dans le haut du panier côté segment parodique de films populaires.
Parodier Toy Story n'a rien de facile concrètement, mais contrairement à d'autres films déjà parodiés par les horror shows qui n'ont absolument rien d'horrifique et donc ont du mal à délivrer quelque chose qui a l'air d'avoir sa place dans un horror show, là je conçois qu'un détournement horrifique de Toy Story, de la même manière que l'histoire parodiant le Dr Seuss, s'écrit finalement tout seul. Encore une fois, je me doute, et je craignais d'ailleurs, que ça pouvait tomber dans le facile, t'as pigé la blague, ça a une apparence enfantine mais c'est glauque, sans aller plus loin. Mais fort heureusement, Toy Gory a largement dépassé mes attentes. Vous l'aurez déjà remarqué, mais ce segment a voulu embrasser le côté parodique de Pixar à fond jusque dans l'esthétique. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, et ce qui n'est pas là juste pour faire joli, contrairement à ce que je craignais. Je préfère ce qu'ils ont fait avec l'esthétique Seuss cependant, qui a été poussée à fond. Quand la 3D ici est très jolie, solide pour du budget télé et avec des textures bien détaillées. Mais il manque légèrement le souci du détail, notamment pour bien distinguer les jouets des humains. Je ne l'avais pas remarqué avant, jusqu'à ce que je lise quelqu'un le mentionner, mais par exemple, ça aurait été bien que les membres de la poupée Malibu Stacy bougent vraiment comme les membres d'une poupée articulée, au lieu de paraître aussi souple qu'un véritable corps humain, mais miniaturisé. C'était l'instant chipotage, sponsorisé par Nitpick et Associés. J'ai gâché ma vie. Enfin, ce manque ne m'a pas gâché le plaisir de visionnage, car autant le dire tout de suite, en ce qui me concerne, ce segment est l'un des plus glaçants de l'ère HD. Je suis légitimement choqué à quel point un segment HD des Simpsons m'a laissé... quelque peu choqué justement. Malgré la très courte durée du segment, avoisinant les 5 minutes encore une fois, et je vous rassure c'est la dernière fois que je le dirai dans ce top, le tout est bien structuré, et l'écriture parodique est assez maligne tout en coulant de source. Je veux dire, avoir Bart comme focus tout en étant non pas un Andy pour ses jouets mais un Sid, c'est tellement évident, mais ça marche très bien. Détourner l'arrivée de Buzz l'éclair avec un Radioactive Man miniature arrivant dans la bande pour pleinement lancer l'intrigue après l'exposition de la méchanceté de Bart envers ses jouets, ça coule de source jusqu'à ce qu'on ait une subversion plutôt maligne, avec le jouet détruit juste 1 minute après son introduction. Et Bart détruisant ses jouets sous forme de montage avec une parodie de la chanson phare de Randy Newman, pareil, ça paraît évident, mais ça fait miroir logique de l'introduction du film, où cette musique est employée en accompagnement des jouets vivant leur meilleure vie avec Andy. En gros, ce segment est une parodie réfléchie, car il emploie l'évidence non seulement pour aider la parodie, mais aussi pour créer un solide build-up jusqu'à la subversion. Car la subversion, oh bon sang qu'elle laisse une trace. Pour ceux qui n'ont pas vu le segment, je vous encourage à aller au timecode présent ci-dessous pour éviter le spoil, car je m'en voudrais de vous gâcher une si bonne fin. Et je sais que vous en avez marre que je m'en veuille durant toutes mes vidéos, donc c'est pour vous épargner quelque chose aussi. Bref, non content de retourner l'histoire en poussant les jouets à se venger sur Bart, le traumatisme à vie de Sid causé par ses jouets est un sort bien plus doux comparé à ce qui arrive à notre garçon. Pas seulement assassiné du coup, mais carrément lui-même transformé en jouet. Et pas un jouet doué de conscience, non, juste une poupée à ficelle condamnée à dire certaines phrases. Et ça paraît idiot, mais quand j'ai vu ce segment la première fois, vraiment, j'en revenais pas. Je ne me souviens pas d'un horror show m'ayant autant foutu mal à l'aise depuis le segment final du 5ème. J'apprécie que ce ne soit pas juste un événement sans conséquence. Il y a bien toute 1 minute dédiée à la découverte par la famille et sa réaction, et tout en mêlant l'humour noir. C'est sincèrement plutôt frissonnant. Et pareil pour le montage final, miroitant l'intro avec les jouets qui s'amusent avec le corps sans vie de Bart, que du coup visiblement ses parents décident de ne pas enterrer. Et avec une autre parodie de la chanson de Newman en fond. Vraiment, ce segment m'a fichu le malaise, et j'ai adoré ça. Ça fait une très bonne histoire avec un côté 4ème dimension quelque part dans son aspect direct, introduisant un personnage qui fait de mauvaises choses et subissant un destin cruellement ironique. J'en aurais quand même voulu un tantinet davantage, surtout avec une scène trop décalée du reste en plein milieu du segment, notamment parce qu'elle est en 2D contrairement au reste. Mais j'applaudis le segment, ne serait-ce que pour le mini-choc généré sur le coup, et pour continuer à me faire de l'effet aujourd'hui. C'est déjà pas mal de trouver un segment divertissant dans les saisons HD, alors un segment purement horrifique, je ne vais certainement pas m'en plaindre. Encore moins quand on a une vraie parodie, et pas juste un rip-off pourri. Alors là, c'est vraiment le Pérou là. Ow. L'école c'est l'enfer, dans le Simpson Horror Show 25. Ah bah oui, forcément que je vais mettre un segment sur le satanisme aussi haut dans ce top, parce que le satanisme c'est cool. Alors dans ma vidéo sur les pires segments, je disais que les histoires surnaturelles et horrifiques ne doivent pas servir d'excuse pour rendre les personnages non crédibles, et que je ne suis pas fan quand elles tordent beaucoup trop leurs personnalités respectives pour des besoins spécifiques. Mais il y a des exceptions que je tolère parfaitement quand l'histoire s'y prête et que ça alimente son déroulement de manière bien réfléchie, et nous sommes présentement face à l'une de ces exceptions. Dans cette histoire, Bart et Lisa trouvent un portail au sein de l'école élémentaire de Springfield qui les conduit dans une version alternative de leur école, celle-ci située en enfer, cette fois-ci pas située au New Jersey à ma connaissance. Un autre segment qui prouve que les horror shows sont généralement à leur meilleur quand ils partent de la personnalité de leurs personnages pour créer une histoire originale adéquate, plutôt que de forcer les personnages dans le contexte d'une œuvre préexistante. Même si, comme je le disais, on s'autorise sur le coup à pousser jusqu'à l'extrême des personnalités préétablies, et tout particulièrement celle de Bart, pour que l'histoire fasse sens.
Je n'ai jamais été particulièrement fan des épisodes impliquant que Bart n'est pas seulement un sale gosse, mais un mini psychopathe qui se soucie peu de causer du remords même quand il va trop loin. Sur le coup, le segment part un peu de là, car Bart trouve parfaitement sa place dans cette école infernale et y est un excellent élève, grâce aux cours impliquant tout particulièrement de la torture dans tous les sens possibles. Mais ça ne me dérange pas, car l'idée s'y prête et l'exécution suit. C'est surtout une version tordue du gosse qui trouve une école au cours qui le passionne bien plus que ceux venant d'une école ordinaire, et où il y excelle parce qu'il s'investit dans ce qui lui plaît. Et c'est un bon concept. D'autant que c'est bien exposé et avec une logique interne qui fonctionne, introduisant Bart s'exposant encore à des problèmes à l'école après avoir semé le trouble, jusqu'à ce qu'il trouve l'école de ses rêves malsains. Ah, et il y a Lisa aussi, mais elle fait plus acte de présence qu'autre chose en fait, complètement oubliée à mi-parcours. Moi aussi je suis dans l'intrigue. Sinon, j'aime l'écriture globale. On a une bonne intrigue qui tire très bien parti d'une vision distordue d'un concept simple, en somme Bart qui est un bon élève et réussit son année scolaire, et du coup ça évolue bien. Il n'y a pas de gros conflits, tout au plus quelques-uns qui durent vraiment pas longtemps, comme Marge hésitant à envoyer son fils dans une école située en enfer. C'est surtout un segment très amusant à suivre et très bien porté par les personnages concernés. Même l'implication d'Homer me fait bien marrer dans le contexte, aussi bizarre qu'elle puisse paraître. Globalement, c'est un segment avec un bon rythme, qui se suit avec plaisir malgré une petite poignée de moments. On s'en fout, faut qu'on avance. Et avec tout ça, je n'ai pas parlé de l'imagerie générale. Car oui, que sera un univers des enfers sans une imagerie appropriée? Ils ont bien capturé l'imagination d'un lieu aussi cloisonné qu'une école dans un lieu aussi cloisonné que l'enfer, je trouve. C'est très agréable à l'œil, entre les couleurs et les designs. Petit bonus, pour ne pas avoir cédé à la facilité et ne pas avoir fait de tous les occupants de cette école un alter ego satanique d'un des personnages récurrents, de 3 exceptions mises à part, et surtout pour le gag. Parlant de gag, ce segment n'est certainement pas avare en bon dialogue. Je suis content que la créativité n'ait pas été réservée qu'au visuel. Je suis tout particulièrement friand de ce dialogue, qui m'a écroulé quand j'ai revu l'épisode. This has never happened before. I have a crush on my teacher. Down here, we can make that happen. Non, vraiment, petit segment vachement sympa. Très codifié Simpson HD, notamment avec le traditionnel suite de gags relatifs au sujet sur un montage musical, mais qui m'amuse beaucoup tout en étant très horror show. Par là j'entends halloweenesque comme il faut, même sans rien avoir de concrètement effrayant, même pas de manière intentionnelle. Comme quoi, des fois c'est bien de se rappeler que les idées originales les plus simples peuvent être les plus réussies avec le dévouement que leur traitement mérite. Which one's yours? Nice. Cette fois, avant de passer au numéro 1, j'aimerais mettre en avant d'autres segments de cette ère qui méritent également un peu d'attention. Parce qu'autant je ne trouve aucun intérêt à trop tirer sur l'ambulance, autant j'aime parler autant que possible des fois où les choses sont bien faites. Je mettrai d'autres segments bien sympas en description, mais pour en rester au 1 par horror show, il y a ces deux-là. J'ai vraiment hésité à inclure Dial M for Murder dans la liste, ne serait-ce que parce que je suis un gros fan du travail d'Hitchcock et qu'ils ont réussi l'exploit d'en faire une parodie qui ne soit pas mal torchée, ce qui est rare durant cette ère. Mon principal souci est qu'elle soit si désespérément courte, dépassant à peine les 5 minutes. Ce qui est dommage car cette déjà très bonne histoire sur Lisa emmêlée dans un deal meurtrier avec Bart méritait un build-up plus poussé pour accentuer la tension. Je salue néanmoins le travail sur la direction artistique. Un autre challenger finalement laissé sur le carreau est la plus grande histoire jamais trouée. Cette histoire presque Futurama-esque n'est pas effrayante pour un sou, mais elle est vraiment fun, réussissant par je ne sais quel miracle à rester divertissante tout le long, malgré la succession de gags basés sur le trou noir avalant des objets ou des personnes, jusqu'au climax fatidique. Juste une petite histoire farfelue bien menée, au cheminement logique, et avec une conclusion étonnamment marrante. Et tiens, parlant d'avaler, je vous propose qu'on passe au numéro 1 par cette transition, encore une fois d'une dinguerie incroyable. Ow. Homer, dans le Simpson Horror Show 28. What you're about to see is so disgusting, you'll watch Game of Thrones to calm down. You have been warned. J'ai choisi ce segment comme numéro 1 parce qu'il est unique. Mais pas unique genre ultra créatif ou proposant une histoire sortant complètement des normes scénaristiques courantes ou ne ressemblant en rien à quelque chose qui peut provenir des Simpsons. Non, c'est surtout que 5 ans après sa première diffusion, je n'ai aucune idée de comment je me sens face à ce segment. J'ai littéralement jamais éprouvé ça devant un Simpson Horror Show avant. J'ai déjà été mal à l'aise, hilar, admiratif, énervé, crispé en regardant ces épisodes. Mais là, c'est vraiment un autre niveau. J'ai presque envie de dire tout cela à la fois réuni en un seul segment, voire même plus encore. Reste que je sais que je l'ai adoré justement pour cette impression unique. Je me souviens encore d'à quel point le pitch me faisait sourciller la première fois que j'en ai entendu parler. Et en même temps m'avait rendu très curieux de voir où est-ce qu'ils allaient mener ça. Car dans ce segment, Homer s'auto-cannibalise, tout simplement. C'est clairement un concept, on va pas se mentir. D'ailleurs, les plus sensibles au body horror s'abstenir, même s'il n'y a pas de gore sanguinolent là-dedans.
Après, rétrospectivement, c'était l'une des issues logiques dans l'exploitation de la gloutonnerie d'Homer comme base pour un scénario horrifique. C'était soit ça, soit le cannibalisme de manière générale, et quelque part ça a déjà été abordé donc. D'autant que l'autocannibalisme, ça rajoute quelque chose d'encore plus joyeusement perché au concept, et d'encore plus intéressant. Je veux dire, Homer lui-même a les mots pour dire comment ça marche. It makes complete sense. I eat more and exercise less than the most succulent pig. Of course I'm delicious. Je pourrais déjà commencer par féliciter l'écriture pour trouver un cheminement jusqu'à cette idée farfelue qui ne fasse pas trop invraisemblable, en tout cas en ce qui concerne le personnage d'Homer. Ils ne sont pas allés en mode « Tiens, et si on faisait qu'Homer décide de se manger lui-même du jour au lendemain ?» Non, il y a une vraie exposition et un build-up jusqu'à cette idée qui écarte les interrogations qui auraient pu la parasiter. Tout cela arrive parce qu'il est seul à la maison et a mangé toute la bouffe de la maison. Enfin, toute la bouffe comestible à ses yeux. Et au moment où on se dit « fais comme tout le monde et reste dans le moule du système économique en allant faire tes courses », Homer trouve une saucisse congelée et en voulant la découper, se coupe accidentellement le doigt, qui se retrouve sur le barbecue, le poussant à goûter ce que ça vaut. Et le reste appartient à l'histoire. Tout ça pour dire, j'apprécie qu'il n'ait pas rendu le personnage stupide à ce point juste pour justifier leur point de départ. Ça aurait pu très vite me sortir du truc. Mais là où je félicite ce segment en particulier, c'est pour avoir, par je ne sais quel miracle, corrigé tout ce que je reprochais aux deux segments qui ont constitué le sommet de mon top des pires segments de l'histoire des horror shows, Mario Blob et Recherché mort puis vivant. Tout comme Mario Blob, Homer a une base qui repose sur un certain gag, à savoir Homer bouffe. Sauf que tout Mario Blob repose sur le gag en lui-même, tandis que Homer repose également sur les conséquences du gag. Ce n'est pas juste il se bouffe lui-même, c'est voir jusqu'où ça va aller, le contre-choc avec quelque chose de plus terre à terre, et bien sûr la réaction de sa famille, surtout de Marge en fait, face à la situation. En conséquent, ce segment paraît beaucoup plus complet, même en convoquant régulièrement des gags basés sur cette automutilation. C'est d'ailleurs le segment le plus long de son horror show respectif, et c'est tout à son honneur, car il fait un très bon usage de son temps. Quant à ce qu'il rectifie par rapport à Recherché mort puis vivant, c'est le caractère plutôt nonchalant de cette situation telle que transposée ici. Le segment a le mérite de l'assumer au plus vite, faisant qu'il n'y a jamais le sentiment de tonalité maladroite ou bâtarde. Passé le choc initial, Homer le prend bien sans aucune difficulté, la direction convoque un nouveau montage sous fond de musique dynamique accompagnant Homer testant de nouvelles façons de se cuisiner, et l'idée la plus farfelue de tout ce délire, qui a d'ailleurs pas mal divisé les fans de ce que j'ai lu ici et là, c'est de tourner le conflit majeur durant les derniers instants de la chose en crise de couple entre Homer et Marge. Et oui, ils ont fait tellement d'épisodes autour du sujet, il fallait bien qu'ils trouvent une façon de glisser ça dans un horror show. Mais en ce qui me concerne, ça marche parfaitement. Alors que je me suis plaint de la même chose dans Mario Blob. Qui l'eût cru? En fait, j'ai lu ce que quelques personnes auraient préféré comme tournure différente. Genre la famille qui fuit Homer avec horreur, voire ce dernier qui se met à manger sa famille. Bande de psychopathes. Mais je trouve que ça aurait juré avec le décalage conscient du segment tel qu'initié dès le départ. Une convocation chez un thérapeute marital, c'est bien la dernière réaction qu'on espère venant de Marge en apprenant que son mari se bouffe lui-même, et c'est ça qui me fait rire. Ils sont allés au bout du délire avec ce conflit. On a vraiment Marge qui décide de quitter Homer à cause de cela, et ce dernier qui veut trouver un geste pour se faire pardonner. Un geste si tordu que je ne vous le spoilerai pas, mais rétrospectivement, il me laisse aussi gêné qu'il me laisse hilar. Mario Blob ne fait qu'effleurer tout ça, et ne génère que le sentiment qu'il n'avait pas trouvé de conclusion. Là, l'idée est bien exploitée, même en impliquant la plupart des gimmicks ringards, comme Elgin, un showrunner, les aime, car ça contribue à mon impression de mix ultime entre quelque chose de répugnant et quelque chose de complètement ridicule. Et ça fait que j'ai eu mes plus grosses barres de rire devant un épisode de l'RHD de la série en regardant ce segment. C'est clairement pas facile de résumer Homer, même si je maintiens que c'est la parfaite antithèse de Mario Blob. On a là un segment complet, qui sait où il va et qui n'a pas peur d'y aller, qui est clairement original pour les standards de la série, mais qui ne plaira probablement pas à tout le monde. Et ça aussi, c'est quelque chose qui le distingue de la majorité des autres segments HD de la série. Il ne laisse pas indifférent. Je pense que c'est un mérite qu'on ne peut lui retirer, quoi qu'on en pense. I have really gone to a lot of trouble not to leave the house. Ainsi s'achève cette vidéo. Tout ça pour dire que malgré ma grosse plainte de l'an dernier quant aux horror shows actuels, la série peut toujours quand elle le veut. Alors on souhaite qu'elle le veuille plus souvent tant qu'elle dure encore. Notamment avec le dernier horror show en date, sûrement déjà diffusé au moment où cette vidéo sortira sur YouTube. Je vais faire mon naïf une dernière fois en espérant qu'il soit bien. Enfin, rappelons-nous que le meilleur horror show depuis plus de 20 ans, c'est Thanksgiving of Horror. Et sur ces belles paroles, passez un merveilleux Thanksgiving Halloween, et on se retrouve lors de la prochaine chronique. Ciao!